Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Dans le cadre de la présente crise qui nous frappe tous et secoue les fondements de notre société, j'ai décidé de poursuivre cette émission sous un format nouveau, temporaire probablement, mais qui, je l'espère, ne sera pas sans intérêt. J'aborderai certaines grandes thématiques contemporaines, certaines liées à la présente crise, d'autres un peu moins, mais qui chacune nous permettra de mieux comprendre notre monde. Au programme, aujourd'hui, une réflexion sur un thème au cœur de l'actualité depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, le retour des nations, le retour des frontières, le retour de l'État, le retour du politique. C'est un thème partout présent dans la vie publique des deux côtés de l'Atlantique, mais pas seulement. Un peu partout dans le monde, en fait, aujourd'hui, on parle d'un retour des nations et on constate aussi, peut-être en même temps, avec une brutalité inattendue, l'effritement de la légitimité des grands pouvoirs supranationaux qui étaient au cœur de l'imaginaire politique depuis la fin de la guerre froide. Donc on le voit par exemple avec l'Union européenne qui a cherché de toutes les manières possibles, qui s'est entêtée pour préserver son modèle sans frontiériste, son modèle politique fondé sur la dissolution progressive des frontières, où le pouvoir s'effaçait devant la gouvernance, où le politique s'effaçait devant le droit. Eh bien, on voit l'Union européenne, par exemple, faire faillite intellectuellement et politiquement au moment où, un peu partout, les gouvernements nationaux sont ceux qui s'emparent de la crise, ou en fait, non pas qui s'emparent de la crise, mais qui parviennent véritablement à y répondre, imparfaitement, assurément, de manière terriblement limitée, assurément aussi, mais c'est au niveau national, en fait, que les réponses sont possibles, tout simplement parce que les nations existent encore et elles canalisent encore la légitimité politique en situation de crise, et Dieu sait que nous sommes dans une situation de crise, c'est vers le niveau national que tous se tournent d'une manière ou de l'autre. On le voit aussi, si je peux me permettre, au Canada, où d'un côté, le gouvernement canadien qui s'est entêté en fait dans une légitimité multiculturaliste, post-nationale, sans frontiériste, qui s'est incarné autour de la question du refus de la fermeture des frontières pendant un bon moment, et qui s'est canalisé autour de la question très symbolique du chemin Roxham, eh bien on a vu le gouvernement canadien, on a vu l'État canadien être incapable de prendre au sérieux la crise, alors qu'au niveau québécois, le Québec qui est un État-nation enclavé dans la Fédération canadienne, eh bien, le Québec a mobilisé toutes les ressources de son identité collective pour être capable de répondre à la présente crise. C'est vers le niveau québécois, le niveau national, encore une fois, que c'est incarné, que c'est posé la fonction protectrice du politique. Mais pour parler d'un retour des nations, il faut d'abord se demander pourquoi elles avaient disparu de notre paysage mental, de notre paysage intellectuel. Pourquoi elles avaient quitté notre imaginaire, ou à tout le moins pourquoi étaient-elles devenues incompréhensibles, inintelligibles? Qu'est-ce qui nous avait amené à nous détourner depuis à peu près une trentaine d'années, en fait, du modèle de l'État-nation? Qu'est-ce qui nous avait amené à renoncer à l'État-nation dans les pays occidentaux? Eh bien, c'est ce que je vais chercher à comprendre aujourd'hui en revenant sur cette disparition intellectuelle, cet effacement intellectuel programmé des nations depuis la fin des années 80, début des années 90. Et nous verrons ensuite comment le cadre national est peu à peu revenu intellectuellement vers nous et comment les circonstances nous obligent à l'embrasser de la manière la plus inattendue, la plus désordonnée qui soit. Alors, point de départ de cette réflexion,
c'est bien évidemment, on n'y peut rien, 1989, la chute du mur de Berlin, qui marque la fin de l'après-guerre, qui marque la fin, en fait, de ce monde qui était clivé entre l'Ouest capitaliste et démocratique et l'Est communiste et totalitaire, entre un monde constitué autour de deux empires, finalement, l'Empire américain et l'Empire russe, qui chacun avait établi d'une certaine manière des protectorats en Europe, qui étendaient chacun leur influence en Europe. Eh bien, la fin de la guerre froide marque véritablement la fin de ce monde divisé en deux blocs antagonistes. Pour plusieurs, la fin de la guerre froide annonce la possibilité d'une unification du monde, c'est-à-dire d'un monde délivré enfin de sa diversité politique et culturelle, un monde délivré de la diversité des peuples et des nations, un monde délivré de la diversité du genre humain qui ne serait finalement qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, qui reprendrait le chemin de son unification. Quelques grandes dates marquent cela, je l'ai dit, à la chute du mur de Berlin en 89, il y a l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, il y a, autrement dit, ce contexte intellectuel marqué aussi par l'hégémonie américaine et au même moment la volonté de construire l'Union européenne qui se présente à partir du début des années 90, et on va le voir au moment du référendum de Maastricht. L'Union européenne qui se présente comme le laboratoire de la mondialisation à venir, qui se présente comme le laboratoire à partir duquel un nouveau monde va se construire. L'Union européenne qui ne se présente pas simplement comme le lieu de la constitution politique de la civilisation européenne, mais l'Union européenne qui se présente comme le laboratoire d'un univers mondialisé appelé à s'étendre à l'ensemble de la planète, au point où plusieurs des théoriciens de l'Union européenne vont nous dire le propre de l'Union européenne, c'est de ne pas avoir d'identité propre, c'est de n'avoir que des principes universels théoriquement valables pour toutes les sociétés, où nous dirons que l'Europe n'est pas une civilisation au sens historique et identitaire du terme, mais est un principe d'universalité. Plusieurs vont nous dire l'Europe n'a pas de frontières et ne doit pas en avoir. L'Europe n'a pas de géographie. L'Europe est une idée, c'est le lieu d'incubation, en fait, de la prochaine étape de la mondialisation. Donc, au début des années 90, s'établit peu à peu intellectuellement cette idée que nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire humaine, où l'humanité va se réconcilier autour d'une conception minimaliste de la démocratie libérale et d'économie de marché. Minimaliste de la démocratie libérale, c'est-à-dire elle-même se pose à la manière d'un modèle une fois pour toutes établi, et nous serons tous d'accord sur les grands objectifs de société, il n'y aura de désaccord que sur les moyens. Donc c'est cette idée comme quoi tous d'accord sur les fins, désaccord partiel et modéré sur les moyens. Cette idée finalement que les grands conflits politiques allaient se dissoudre, le tragique de l'histoire allait se dissoudre, et désormais le conflit politique, le débat politique serait simplement dans le registre technique et administratif. Et l'économie de marché se déploierait à travers le monde à la manière d'un modèle de prospérité globale auquel tous devaient se rallier, sous le signe de la mondialisation, du libre-échange. C'est la période qu'on peut associer à ce qu'on appelait la mondialisation heureuse. Du moins se présentait-elle comme telle, l'idée de mondialisation heureuse portée par une classe intellectuelle qui, partout dans le monde occidental, considère que le début des années 90 marque le moment de la nécessaire rupture avec le cadre national. Et la formule de la mondialisation heureuse va être portée par un intellectuel notamment, Alain Menck, qui va publier un livre d'ailleurs qui va porter ce titre, La mondialisation heureuse. Donc, nous entrons dans une nouvelle période de l'humanité, une période de dissolution des anciens antagonismes, une période de dissolution des anciens conflits, une période finalement où l'humanité allait trouver une forme d'unification salvatrice, un point de réconciliation. Des grands conflits qui traversaient l'histoire humaine allaient enfin se dissoudre une fois pour toutes. Cette idée va être aussi portée, nous le savons, par Francis Fukuyama, le penseur américain, le philosophe américain, le politologue américain, qui va écrire un livre très connu, La fin de l'histoire et le dernier homme, et un livre très connu qui n'est pas aussi caricatural qu'on l'a dit. Fukuyama ne disait pas que c'est la fin de l'histoire humaine. Il nous disait dans ce livre toutefois que les grands conflits idéologiques qui avaient structuré l'histoire de l'Occident, les conflits philosophiques, idéologiques,
qui mettait en scène des visions du monde concurrentes, contradictoires et irréductiblement contradictoires, et bien ces grands conflits allaient se dissoudre dans le modèle justement d'une hégémonie de la démocratie libérale qui allait tous nous réconcilier dans une définition, je l'ai dit, assez minimaliste d'elle-même. Donc la société de marché avec une identité minimale où le droit se substituerait à la culture, la gouvernance se substituerait au pouvoir, où les frontières deviendraient de plus en plus poreuses au point de s'effacer, et sous le signe d'une forme de leadership mondial des États-Unis, bien évidemment, qui était porteur, en fait, de cette espèce de prophétie mondialiste. Dans cette période marquée par une forme de basculement intellectuel, le nationalisme, lui, est présenté comme la trace d'un monde ancien, la relique d'un monde disparu. Et il ne survivrait que dans sa forme monstrueuse, comme on l'a vu, qu'on l'aurait vu dans les conflits balkaniques. Hein, on s'en souvient, les guerres des Balkans, avec l'éclatement de la Yougoslavie en plusieurs États, la Croatie, la Slovénie, la Serbie, autour de la question de la Bosnie-Herzégovine. Donc, au début des années 90, le seul avenir prêté au nationalisme, eh bien, c'est dans ce qu'on pourrait appeler dans une expression caricaturale, tribale, xénophobe, primaire, avec l'éclatement des Balkans et la guerre balkanique. Et on nous dit là, c'est véritablement le nationalisme, c'est la guerre, le nationalisme, c'est le conflit, le nationalisme, c'est fondamentalement irrecevable et illégitime, et l'Europe, c'est dans le cadre du débat sur l'Union européenne, va se constituer dans le refus du nationalisme qui ne peut conduire qu'à la guerre, hein, comme nous disait notamment François Mitterrand, l'ancien président de la République française. Et il y a quelques penseurs qui vont intellectuellement porter cet appel au dépassement du cadre national pour fonder autrement nos démocraties, fonder autrement la communauté politique. L'un d'entre eux, probablement le plus connu, Jürgen Habermas, qui est le penseur de ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel. Il écrit quelques livres très connus, L'intégration républicaine, Après l'État-nation. Et je me concentre principalement sur ce livre, Après l'État-nation, qui est publié en 2000 en français. Habermas, donc penseur allemand, penseur traumatisé pour des raisons parfaitement compréhensibles par la dégénérescence du nationalisme en Allemagne ou dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Habermas universalise en fait dans sa philosophie, dans sa théorie, ce sentiment d'effroi devant le nationalisme. Donc pour lui, le nationalisme conduit au nazisme et plus encore, pourrait-on dire, ne peut conduire qu'au repli, qu'à la xénophobie, qu'à la conception la plus archaïque qui soit de l'humanité. Il a tendance à oublier, à certains égards, qu'on a résisté au nazisme aussi au nom de la nation, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Russie, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis. C'est le nationalisme aussi qui a résisté au nazisme. Mais laissons ça de côté, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, Habermas nous dit: il faut dépasser véritablement le modèle de l'État-nation, qui est une forme politique périmée, déphasée historiquement, et on doit fonder un nouveau type de patriotisme, d'appartenance à l'État. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit fondamentalement, c'est le patriotisme constitutionnel. Ce qui nous lie comme peuple, ce n'est plus histoire, culture, mémoire, identité. Tout ça, pour lui, ce sont les contenus pré-politiques de la démocratie. Ce sont les contenus culturels qu'il nous faut transcender, qu'il nous faut dépasser. Et ce qui nous lie, en fait, c'est une adhésion commune à la Constitution, aux principes universels contenus dans la Constitution. Une Constitution le plus universaliste possible, le moins chargée d'histoire possible. Donc Habermas nous dit, en fait, il faut inventer un nouveau type de communauté politique fondée sur le dépassement de la nation et de l'État-nation. Parce qu'Habermas nous dit aussi, il faut trouver un nouveau modèle, donc une gouvernance globale, sans État mondial, c'est la formule qu'il utilise à l'époque, donc pas d'État mondial au sens d'un État mondialisé, une structure politique unifiée, mais une politique intérieure mondiale sans État mondial, une gouvernance globale. Il faut, d'une certaine manière, transférer les pouvoirs fondamentaux dans des structures toujours plus éloignées des nations, qui existeraient d'une certaine manière comme des régions résiduelles, porteuses d'une identité quasi folklorique. Donc la diversité humaine, on coupe
coupe le lien entre la diversité culturelle et la diversité politique du monde. La nation n'est plus une entité légitime porteuse de légitimité politique. C'est un cadre désuet dont on doit se détacher. C'est une structure périmée qui appartient à un autre moment de l'histoire et qui aurait conduit d'ailleurs aux pires catastrophes. Donc Habermas, ce penseur très connu, très reconnu, il y a encore quelques années, Emmanuel Macron en disait le plus grand bien en disant que c'était des philosophes les plus inspirants de notre temps. Il nous dit véritablement la prochaine étape, c'est l'Union européenne notamment, puis plus largement, c'est justement une gouvernance globale. La nation doit être dépassée après l'État-nation. On doit en sortir. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Habermas, mais c'est très certainement un des penseurs qui a le plus fortement incarné et théorisé cette idée d'un dépassement des nations. Un autre penseur dans cet esprit, un Allemand, lui aussi, Ulrich Beck, qui lui nous invitait dans ses livres à sortir du nationalisme méthodologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je concrétise, j'explique. Alors que nous serions dans un monde qui aurait dépassé concrètement, factuellement le fait national, nous serions encore encombrés par une conscience du monde qui serait structuré autour du prisme national. Nous verrions encore le monde avec des lunettes nationales. Et il faudrait changer de lunettes pour voir la nouvelle réalité du monde. C'est ce qu'il appelait d'ailleurs l'optique nationale. Et Ulrich Beck nous dit, nous devons sortir de l'optique nationale pour voir que la nation n'est plus l'unité politique appropriée, qu'elle est déphasée, qu'elle est tout simplement, elle appartient à un autre moment de l'histoire. Et nous sommes à l'heure de la construction de nouvelles communauté politique transnationale, post-nationale. Donc, on doit apprendre à dénationaliser notre lecture du monde, donc avec l'idée d'une société civile mondiale, avec l'idée de pouvoir qui s'interpénètre dans un autre niveau d'autres niveaux que la nation. Il faut apprendre à se représenter le monde autrement. Il va nous dire aussi qu'il faut constituer, ça c'est une étape importante pour lui, un empire européen. Donc, encore une fois, c'est cette idée d'une souveraineté qui n'est légitime que si elle transcende le cadre national pour se donner dans l'espace européen. Je le redis, l'Europe, non pas pensée ici comme civilisation, mais comme véritablement laboratoire d'une gouvernance globale. Encore une fois, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur Ulrich Beck, mais c'est un autre de ces penseurs qui a eu une influence immense dans le milieu universitaire, qui a eu beaucoup d'influence même de ce côté-ci de l'Atlantique. C'était le genre de lecture obligatoire auquel nous étions soumis dans ces années. Je donne quelques autres exemples, peut-être un dernier, Bertrand Badi. Bertrand Badi, c'est un politologue français qui, lui, nous disait qu'on est dans un monde déterritorialisé. Un monde sans souveraineté, c'est le titre d'un de ses livres. Un monde où les territoires auraient de moins en moins de consistance. Certains de ses disciples parlaient d'épistémologie territorialiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire une lecture du monde où le territoire serait structurant, comme une catégorie structurante pour penser la communauté politique. Eh bien, Bertrand Badi, lui, nous dit il faut sortir encore une fois de ce monde où il y a un lien entre le territoire et la souveraineté, entre le pouvoir et la souveraineté. Il faut penser un monde que l'on pourrait dire désincarné, un monde dématérialisé, un monde qui se projetterait en fait dans une nouvelle époque, dans un nouveau moment de l'histoire, et l'État-nation, encore une fois, devait tomber pour s'adapter à cette civilisation mondialisée qui s'imposerait à nous. Alors, j'aurais pu multiplier les références. Je dirais simplement que dans la philosophie politique anglo-américaine, qui est véritablement la dominante aujourd'hui, qui est passablement lassante, faut-il le dire, ceux qui reprennent les hypothèses de travail de la philosophie politique anglo-américaine à la John Rawls et qui nous les imposent ici, nous imposent souvent un cadre de pensée d'une pauvreté intellectuelle insupportable. Mais bon, le monde universitaire a ses modes, nous le savons. Eh bien, l'idée, c'était de construire une société politique mondialisée en fait, des principes de justice traversant la terre entière, et la diversité du monde, encore une fois, devait s'accorder à ce nouvel ordre politique mondialisé. Plusieurs penseurs constataient le fait que la nation continuait d'exister. On la voyait à la manière d'une réalité, mais c'était une réalité jugée insupportable, à tout le moins une réalité qu'il nous fallait dépasser, désubstantialiser, faire perdre de sa consistance. Eh bien, ça nous donne des penseurs comme Anthony Giddens, le théoricien de la Third Way britannique, la troisième voie, qui a eu beaucoup d'influence à la fin des années 90, dans les années 2000, qui nous disait notamment que oui, la nation devait demeurer comme cadre pour l'instant parce qu'elle était encore là, mais il fallait désormais la penser sous le signe du vivre ensemble diversitaire. Ce que nous disait aussi
un sociologue français comme Alain Touraine, qui est la grande figure intellectuelle de ce qu'on a appelé la deuxième gauche en France. Donc des penseurs très influents dans le camp progressiste qui nous disaient, bon, ben, dans la mesure où la nation est encore là, au moins on doit la soumettre au vivre ensemble diversitaire, au multiculturalisme. Il faut faire une forme d'opération de réingénierie identitaire à la grandeur de l'État pour dénationaliser, ou du moins pour multiculturaliser, ou à tout le moins pour réduire la nation à sa part la plus minimale, justement pour limiter la capacité de résistance de l'État-nation dans le monde qui s'impose à nous, dans le monde qui vient, parce qu'on sentait bien que l'État-nation demeurait une structure qui pouvait résister à la civilisation mondialisée en train de s'installer. Et pour l'empêcher de résister exagérément, il fallait la déconstruire de l'intérieur, cette structure nationale. Donc il fallait affaiblir les identités nationales, il fallait les inhiber, les culpabiliser à bien des égards. Il fallait travailler à les déconstruire. Alors, pendant toute cette période, donc là, je vous ai parlé de certains des penseurs influents, chacun apportant un élément assez important à l'imaginaire mondialiste, à l'imaginaire post-national. C'est pas pour rien, soit dit en passant, que le Canada, dans ces années-là, était autant valorisé, puisque le Canada, c'était le pays post-national par excellence qui s'enorgueillissait de ne pas avoir de noyau identitaire fondateur. C'est un pays post-national. Il y a plusieurs, dans les années post-référendaires, on a des gens comme Pierre Pettigrew, une figure un peu oubliée, mais qui disait déjà le Canada un État post-national. On avait Paul Martin, le premier ministre, qui avait dit le Canada un État post-national aussi. Justin Trudeau a poussé ça jusqu'à de la caricature. Mais le Canada était valorisé dans le monde parce que ça incarnait un peu l'État qui poussait le plus loin possible cette entreprise de dénationalisation de l'identité. À travers tout ça, il y a quand même des penseurs qui nous ont dit, des penseurs très importants, qu'il vaudrait la peine de redécouvrir, ou de découvrir simplement, qui nous disaient un instant, c'est plus compliqué que ça, la nation, on peut peut-être pas s'en débarrasser aussi facilement. La nation, elle est peut-être plus importante qu'on le croit. La nation, elle a peut-être plus de valeur qu'on ne le croit. Elle est peut-être plus importante pour la démocratie qu'on ne l'imagine. Puis je vais me permettre d'en nommer quelques-uns parce qu'ils ont leur importance. Un penseur britannique, qui est mort tout récemment, une grande figure du conservatisme britannique, c'est Roger Scruton. S-C-R-U-T-O-N, Roger Scruton, qui est penseur du conservatisme britannique, mais là, pas d'un conservatisme caricatural, donc ultralibéral, ou simplement muséifié, mais quelqu'un qui voyait dans le conservatisme la volonté de penser une philosophie politique adaptée à la réalité de l'être humain tel qu'il est. Et Roger Scruton, une figure très engagée dans la vie publique, qui a eu à cœur véritablement de mettre ses idées, sa philosophie au contact du monde dans lequel il évoluait, c'est qu'il connaissait très bien aussi les pays d'Europe de l'Est, nous disait un instant, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, ce n'est pas simplement, comme on le dit à l'Ouest, la victoire du capitalisme mondialisé et d'une certaine conception de la démocratie sous le signe d'une certaine lecture des droits de l'homme. Non, c'est, du point de vue de l'Europe de l'Est, par exemple, et on va voir que ça va avoir un écho jusqu'à aujourd'hui, c'est la possibilité pour des petites nations d'Europe de l'Est de retrouver leur souveraineté. Pour les Hongrois, pour les Polonais, pour les Baltes, donc les Lettons, les Estoniens, les Lettoniens, pour les Tchèques, les Slovaques, c'était la possibilité de retrouver leur indépendance, donc la possibilité d'exister politiquement par eux-mêmes, d'avoir leur propre existence politico-historique. Et Roger Scruton nous disait, eh bien, ces gens-là se sont délivrés de l'URSS, ça ne leur tente pas de se soumettre à une nouvelle tutelle impériale, même si elle est infiniment moins violente et infiniment moins brutale, donc ça leur tente pas de passer de Moscou à Bruxelles. Leur indépendance retrouvée, ils y tiennent. Et on les comprend. Roger Scruton, donc un penseur britannique qui nous dit « Sachez l'importance de l'indépendance nationale pour les petites nations qui la retrouvent, et peut-être ont-elles quelque chose à nous enseigner. » Je pense aussi à un penseur français, Régis Debray, pour qui j'ai la plus grande estime, Régis Debray, qui a beaucoup réfléchi au cours, on pourrait dire, des 30 dernières années, à l'importance des frontières. L'importance des frontières. Cette idée comme quoi il ne peut pas y avoir de citoyenneté sans identité. Cette idée, comme quoi la démocratie, si elle n'est qu'un système procédural, désincarné, fondé dans le droit, mais sans ancrage historique, identitaire, culturel, eh bien, c'est une démocratie minimaliste, une démocratie très faible, une démocratie qui n'en est plus une, en fait, une démocratie qui se retourne contre les peuples. Et Régis Debray, qui tient à l'expérience démocratique fondamentalement, dans sa forme la plus exigeante, il dit que c'est la République. Et Régis Debray nous dit
si on sacrifie les frontières, si on sacrifie les peuples et les nations, eh bien, on sacrifie les conditions même par lesquelles la démocratie peut exister, par lesquelles la citoyenneté peut véritablement exister. Un autre philosophe français, Alain Finkielkraut, qui est bien connu de ce côté-ci de l'Atlantique, va écrire plusieurs textes, quelques ouvrages essentiels sur la question des petites nations. Comment peut-on être croate, un de ses livres. L'ingratitude, un autre livre, écrit en collaboration avec un journaliste québécois, Antoine Robitaille. Alain Finkielkraut nous dit, les petites nations, qu'on a tendance à voir comme des espèces de tribus dépassées par l'histoire, des petites nations sans trop de pertinence dans le monde mondialisé qui vient. Les petites nations, elles incarnent le témoignage de la diversité du monde. Elles nous rappellent l'ancrage inévitable de la communauté politique dans une culture. Parce que c'est la tentation des Américains à ce moment-là de se dire, nous on croit immédiatement aux valeurs universelles de la démocratie. C'est la tentation des Français de dire, nous croyons immédiatement aux valeurs universelles de la République. Je suis porteuse, nous dit l'Europe, de valeurs valables pour l'ensemble du genre humain, des valeurs universelles. Et là, ce que nous disent les petites nations, nous dit Finkielkraut, c'est les petites nations nous rappellent que toute communauté politique est ancrée dans une communauté de culture. Et qu'est-ce que c'est une petite nation? C'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître. Il s'inscrit là-dessus, il se veut fidèle à la pensée de Milan Kundera, un formidable écrivain tchèque. Finkielkraut nous dit, une petite nation, c'est une nation qui sait qu'elle peut disparaître, qu'elle est fragile. Finkielkraut introduit dans la philosophie politique cette notion de fragilité de nos communautés politiques et nationales, alors qu'on a tendance à croire qu'elles vont de soi. Il nous dit non, il y a une fragilité intrinsèque et on doit faire véritablement, on doit préserver l'existence même de nos nations. Quelques autres exemples. Jean Sevilla, historien et journaliste français, qui nous dit dans son livre « Le terrorisme intellectuel » en 2000, « Les clivages gauche-droite, c'est bien beau, ils vont continuer d'exister, mais le vrai clivage qui s'en vient, c'est entre nation et mondialisation, entre patriotisme et mondialisme, si on veut. » Et il nous dit pas ça en 2017 ou en 2018, il nous dit ça dès 2000. John Fante, un penseur américain très important dans la mouvance conservatrice, qui écrit Sovereignty or Submission. Et là, ce n'est pas traduit en français, mais c'est un livre très important où il plaide pour l'importance de l'État-nation qui est capable véritablement, qui est la condition même de l'expérience démocratique. Il publie ça en 2011, mais il avait déjà développé ces idées-là dès le milieu des années 2000. Donc l'importance fondamentale de la démocratie libérale et de l'État national, les deux s'emboîtant. Il nous avait dit d'ailleurs dans un texte qui avait eu beaucoup d'écho auparavant, je pense en 2004-2005, Fante nous dit « Le débat à venir, c'est entre le progressisme transnational et la démocratie libérale nationale. » Donc on voit dès cette période que le cadre national en fait plusieurs itièmes. Plusieurs nous disent un instant, cette civilisation mondialisée qui s'impose à nous, elle est plus complexe que ce qu'on dit. Le déracinement des peuples est un vrai problème. Le déracinement des nations est un vrai problème. La dissolution de la souveraineté est un vrai problème. La civilisation mondialisée censée transcender toutes les différences dans une forme de grande réconciliation globale, eh bien, c'est une illusion. Et tôt ou tard, nous redécouvrirons cette diversité du monde sous le signe de la nation. On peut dire que depuis quelques années, en fait, depuis le 11 septembre 2001, ces considérations théoriques sont devenues des considérations terriblement pratiques dans le monde dans lequel nous vivons. On peut dire que le 11 septembre nous a obligés à revisiter avec un peu de sérieux une hypothèse trop rapidement laissée de côté, celle de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. C'est le nom d'ailleurs d'un de ses livres. Alors plusieurs s'étaient moqués de cette formule, plusieurs qui avaient très mal lu, vous savez, des gens qui lisent les titres des livres mais sans véritablement lire les livres, disaient « Ah, Huntington souhaite le choc des civilisations ». Pas du tout, il le redoutait. Mais Huntington nous disait, ne nous faisons pas d'illusions, le genre humain ne court pas vers une forme d'unification immédiate, la diversité du monde est consubstantielle à l'humanité, il y a de grandes civilisations, et il faut reconnaître ce fait, parce que le monde dans lequel on vient va demeurer conflictuel, et il faut tenir compte de cette dimension conflictuelle pour justement l'atténuer, éviter que ça ne déborde. Donc Samuel Huntington nous dit, dans son livre, avait dit qu'on allait vers le choc des civilisations, mais on peut dire à bien des égards que le 11 septembre a redonné un peu de crédibilité à cela. Retour des
nations aussi, dès 2005. Le référendum sur la Constitution européenne en France, mais aussi aux Pays-Bas, on a tendance à l'oublier. Eh bien, on soumet l'expérience européenne au peuple et les Français disent non. Ils le disent non avec un nom très clair. Eh bien, ça n'empêchera pas ensuite, 2 ans plus tard, les élites françaises d'imposer la Constitution européenne, donc de s'acharner dans le modèle européiste et mondialiste, alors même que le peuple français avait dit non, on ne veut pas aller plus loin dans cette aventure parce qu'on tient au cadre national. 2015, la crise migratoire, la fameuse crise migratoire qui a véritablement entraîné une immigration massive. L'immigration massive était déjà très avancée en Europe, mais là, qui s'est radicalisée, cette crise migratoire, avec la question de la Syrie, en fait, et quand Angela Merkel a dit eh bien oui, on ouvre les frontières et nous serons capables d'absorber ces populations nouvelles, il suffit de le vouloir très fort. Et ce qu'on constate dans les faits, c'est que la possibilité, en fait, les capacités d'intégration des sociétés occidentales sont plus limitées qu'on ne le croyait, qu'on ne saurait réduire nos sociétés à la figure du marché, ou à la figure simplement de la société. Nos sociétés sont des nations, des cultures, des histoires, et si on ne tient pas compte de la question de la culture et de la difficile cohabitation de cultures qui, quelquefois, ont peu de points de contact entre elles, eh bien, nous courons vers des sociétés plus conflictuelles. Et 2020, aujourd'hui, la fameuse crise du Covid-19 qui nous frappe et qui en amène plusieurs à constater, je le disais en introduction, que le cadre national aujourd'hui, c'est le cadre qui s'impose à nous, non pas sur le mode d'un basculement idéologique, là, c'est-à-dire, on va revenir aux nations parce que idéologiquement on préfère les nations, non. C'est que le cadre national demeure anthropologiquement, demeure structurellement celui qui permet le mieux d'organiser tout à la fois les exigences de la liberté et de la sécurité, les exigences de l'appartenance et du cosmopolitisme. On découvre aujourd'hui que quand on veut réagir, quand on veut être capable d'agir, quand on veut être capable de répondre à une crise, les nations n'étaient finalement pas des communautés désuètes, elles demeurent le lieu principal de l'action humaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coordinations globales qui sont nécessaires. Personne ne plaide pour un monde absolument étanche. Mais on redécouvre le fait que les communautés nationales sont essentielles pour être capables d'agir, tout simplement, parce qu'elles sont le lieu où l'action politique est possible. Et là, il y a un lien qu'on redécouvre, en fait. J'ai parlé plus tôt, en parlant de Régis Debray, du lien entre identité et démocratie, mais on redécouvre aussi le lien entre identité et pouvoir. Entre identité et pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'une société ait quand même des points communs, des références partagées, une culture commune, une identité commune, pour être capable d'agir, pour avoir une capacité de mobilisation collective, c'est ce que David Miller, le philosophe britannique, appelait le mythe de Dunkerque. On doit avoir des mythes partagés, où on se souvient qu'on était capable d'agir ensemble très fortement, dans des moments de crise. Dans les moments de crise, les peuples se mobilisent, eh bien on doit avoir une capacité d'action, et ça, la condition de cette capacité d'action, c'est d'avoir une mythologie partagée, un univers symbolique partagé, une identité partagée. Et je crois de ce point de vue que la société québécoise en ce moment est assez fascinante. La société québécoise qui réagit de manière, évidemment, la crise nous frappe comme tout le monde, elle sera difficile, elle sera dévastatrice, mais la société québécoise a une capacité d'action qui s'explique en bonne partie par la puissance de son identité collective. On le voit, même la crise fait remonter à la surface les caractères profonds des peuples. En France, la crise, on cherche une figure régalienne. Emmanuel Macron cherche à porter les habits du général de Gaulle, de Napoléon et de Louis XIV tout à la fois. Il n'est pas certain qu'il soit convaincant. Mais inversement, chez nous, la crise fait ressortir la figure. C'est quoi la figure du chef politique québécois? On pourrait dire depuis que ce soit Lucien Bouchard, que ce soit Duplessis en d'autres temps, Honoré Mercier, mais on pourrait en trouver d'autres. C'est le bon père de famille. Disons ça comme ça, la formule peut faire sourire dans une époque où on juge cette formule désuète, presque choquante. Eh bien non, ça fait ressortir un certain type de leadership politique. Le Québec se voit comme une famille. On voit aussi que notre peuple qui a fait l'expérience de la survivance après 1840 jusqu'en 1960, le contexte n'était pas le même, mais la psychologie de la survivance d'un peuple qui a l'habitude de s'encabaner pendant plusieurs mois dans l'année, eh bien tout ça contribue à notre capacité de réaction à la crise qui est la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là?
c'est que la nation n'était pas qu'une idéologie, ce n'était pas qu'une fiction lointaine, ce n'était pas qu'un cadre théorique, ce n'était pas qu'une nécessité symbolique, c'est la condition même de notre inscription dans le monde et de notre capacité d'action dans le monde. La nation se représente à nous, non pas comme une option idéologique sur deux, mais sur la condition même de notre action collective. Donc, condition de la démocratie, condition de l'action politique. Dans le cadre de la présente crise, on peut dire que la nation revient, se présente à nous sous le signe d'une évidence oubliée. Alors, dans cette espèce d'exposé, ce que j'ai cherché à faire, c'est de rappeler premièrement comment nous avons perdu le sens de la nation. Nous avons oublié les nations. Plus que nous avons oublié, nous avons cherché à les déconstruire. Nous avons cherché à les nier. Et ceux qui s'opposaient à cette déconstruction de la nation étaient présentés souvent, trop souvent, comme des xénophobes, des racistes, des populistes, des extrémistes, et ainsi de suite. Ceux qui s'attachaient à la nation étaient présentés, en fait, comme les vains défenseurs d'un monde vaincu. Ils incarnaient politiquement le dernier spasme d'un monde structuré autour de l'État-nation. Ils n'étaient pas capables de comprendre que dans le nouveau monde qui se présentait à nous, la nation n'était plus pertinente. Ils s'attachaient à des vieilleries. C'était des conservateurs dans la forme la plus caricaturale de ce terme. Eh bien, il va falloir réviser, probablement, au cours des prochaines années, parce que quand nous sortirons de cette crise, il y aura des leçons intellectuelles et philosophiques à en tirer. Nous devrons revisiter au cours des prochaines années quel était le sens de cette résistance au début des années 90 devant les grandes tendances qui caractérisaient la mondialisation. Donc, la dissolution des souverainetés, le libre-échangisme obligatoire et systématique en matière économique, avec la crise environnementale qui y est associée, l'immigration massive qui déstabilisait les sociétés, la dissolution de l'identité nationale qui poussait vers une forme d'individualisme où chacun voulait se replier en lui-même et n'était plus capable de participer à l'aventure collective. Nous redécouvrons aujourd'hui que lorsque l'histoire redevient tragique, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est plus maîtrisable absolument, lorsqu'elle s'abat sur nous comme un sort elle ne se présente pas simplement comme un projet maîtrisable d'un avenir planifié sous le signe du progrès, mais des grandes contradictions s'abattent sur nous, le tragique, le mauvais sort s'abat sur nous, la violence s'abat sur nous, les tensions sociales ressurgissent. Et bien dans ce monde qui remonte à la surface d'une manière ou de l'autre, eh bien nous redécouvrons la nécessité d'une communauté où il nous est possible d'agir. Nous redécouvrons que l'enracinement, ce n'est pas une forme de prison, mais c'est la condition même d'une liberté humaine concrète qui a du sens. Nous redécouvrons aussi que les frontières ne sont pas des cadres asphyxiants, mais des cadres protecteurs. Eh bien, je crois que nous devrons intellectuellement reviser l'histoire des 30 dernières années pour voir comment certains intellectuels que nous présentions comme de puissants théoriciens éclairant le monde nouveau étaient en fait presque des faux prophètes, des gens qui nous ont collectivement conduits sur un chemin regrettable, qui nous ont collectivement, croyant bien faire sans le moindre doute, mais qui nous ont désarmés intellectuellement, psychologiquement, politiquement pour faire face un monde tragique, et nous devrons redécouvrir aussi, de manière intéressante, la résistance intellectuelle, culturelle, politique de ceux qui ont su dire en temps réel, attention, le monde que vous nous construisez, ce monde sans barrières, sans frontières, ce monde sans appartenance, sans identité, ce monde n'est pas un monde émancipé, mais un monde glacial, un monde désincarné, un monde terriblement froid. Nous allons devoir redécouvrir des figures, je pense à Philippe Séguin par exemple, mais on pourra en trouver d'autres, qui ont su dire en temps réel, le monde que vous nous construisez est un monde qui sera inhospitalier à l'être humain. Un monde sans frontières est un monde sans protection. Un monde sans nation est un monde sans appartenance. Un monde sans autorité est un monde sans capacité d'action. Un monde sans nation, en fait, redisons-le, est un monde où l'individu est condamné à l'impuissance. Donc j'ai cherché au cours des dernières minutes à retracer intellectuellement à la fois l'oubli de la nation et sa redécouverte. On aurait tous souhaité la redécouvrir de manière infiniment plus paisible. En ce moment, le tragique se présente à nous sous le signe dans sa forme la plus archaïque, dans la forme de l'épidémie.
Je ne doute pas, personne ne doute que nos sociétés seront capables de traverser cette épreuve, mais ce que nous découvrons en fait, c'est que nous traverserons cette épreuve en redécouvrant les cadres protecteurs que nous n'aurions jamais dû sacrifier. C'était Mathieu Bock-Côté pour Les idées mènent le monde et au plaisir de vous parler à nouveau la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.